Assalamu alaikum, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 8 du thème de gestion, donc projet d'évolution du système d'information, le chapitre 8. Donc le chapitre 8 s'intitule Planification et suivi d'un projet de système d'information. Donc comment je fais? Donc, j'ai scindé en deux parties. Donc, premièrement, nous allons vous présenter d'abord planifier un projet de SI et dans une deuxième partie, je vous présenterai bien sûr le suivi d'un projet de système d'information. Donc, sans tarder, nous allons commencer la première partie. Donc, planifier un projet de système d'information. Donc, comme on avait vu bien sûr donc, dans le chapitre 5, qui s'intitulait l'évolution du système d'information, donc vous verrez également bien sûr donc, les autres chapitres, le chapitre 6, qui est la conduite de projet du système d'information, et le chapitre 7, qui est la justification économique d'un projet de système d'information. Et le dernier, ce sera bien sûr donc, la planification et le suivi d'un projet de système d'information. Voilà, donc nous allons bien sûr, donc, comme je vous ai déjà dit, donc, nous allons faire la partie planification et nous aurons bien sûr un seul objectif à atteindre, c'est-à-dire prévoir le délai. Et nous utiliserons bien sûr un outil de gestion qui s'appelle le diagramme de Gantt. Donc, il faudra que vous sachiez d'abord ce qui est très très important. Donc, nous avions vu qu'une organisation, elle est soumise au changement de son environnement. Donc, il faut que l'organisation puisse être réactive par rapport, bien sûr, donc, à ce changement, puisqu'elle évolue dans un contexte économique, bien sûr, donc, qui est en constante évolution. Donc, il faut, et c'est une obligation, il faut que l'organisation puisse être réactive. Et pour cela, nous allons bien sûr donc, utiliser le projet de système d'information. Donc, nous avions vu donc, dans le chapitre 5 les facteurs d'évolution du système d'information. Donc, si je vous fais un petit rappel, donc, ces facteurs d'évolution, c'était à dominante organisationnelle ou bien sûr à dominante bien sûr, donc, stratégique ou à dominante technologique. Et il faudra que vous sachiez que le projet du système d'information, il a une finalité, il a un objectif, c'est pour permettre bien sûr donc, à l'organisation de pouvoir améliorer bien sûr donc, ses performances. Donc voilà donc, l'utilité du projet de système d'information. Donc nous allons bien sûr donc, commencer. Donc il faut que vous sachiez bien sûr que le projet bien sûr donc, est scindé en trois contraintes, c'est-à-dire le chef de projet, il a trois prérogatives, donc qui bien sûr, donc, il le fait travailler dans sa tête. Donc, ce sont les contraintes, bien sûr, de qualité, mais également, bien sûr, les contraintes de coût et les contraintes de temps. Donc, les contraintes, bien sûr, de coût, vous le verrez dans le chapitre, bien sûr, 7, qui est la justification économique du projet du système d'information. Donc, moi, je vous présenterai bien sûr donc, le chapitre 8. Il va bien sûr étudier la contrainte temps, c'est-à-dire l'échéance. Donc, ce sont ces trois contraintes. Donc, c'est presque bien sûr donc, un triangle. En haut, vous avez la qualité. En bas, bien sûr, vous avez donc le coût qui est à dominante, bien sûr. Donc, on va le détailler après, à dominante budgétaire. Donc, puisque le projet, il faut qu'il puisse être budgétisé. Et vous verrez bien sûr donc, une autre composante qui est la composante temps. C'est-à-dire une fois que le projet bien sûr va être bien sûr donc, va commencer, il faudra bien sûr donc, pouvoir donc, prévoir donc, son avancement. Voilà. Donc nous allons présenter bien sûr la maîtrise du temps qui est un axe de la gestion du projet. C'est-à-dire c'est une partie. Donc c'est pour cela que c'est bien marqué. Donc, un axe de la gestion du projet. Donc, dans le cadre d'un développement méthodique, donc, la DSI, c'est la direction du système d'information qui a en charge le projet. Donc, il faut que cette DSI, il faut d'abord qu'elle puisse, bien sûr,
d'abord étudier donc, ce qu'on appelle bien sûr donc, l'étude préalable, c'est-à-dire dans un cahier de charge très très précis, donc un cahier de charge de spécification, il faut qu'elle puisse bien sûr énoncer clairement quels sont bien sûr donc, les besoins, c'est-à-dire donc, dans ce cahier de charge, l'utilisateur, donc il a écrit clairement quels sont ses besoins. Donc, et il faut que le chef de projet puisse bien sûr toujours avoir donc, en tête donc, ces besoins doivent être bien sûr donc, en concordance par rapport bien sûr donc, à ce qui va être bien sûr donc, fait par la suite. Donc autant de répondre aux besoins énoncés par le cahier de charge. Donc ensuite de déterminer les tâches à accomplir. Donc le projet bien sûr, donc, il faut que vous sachiez que le projet est composé d'un ensemble bien sûr de tâches. C'est-à-dire le projet il faut le découper en différentes étapes, donc étapes ou tâches bien sûr, donc nous allons la définir par la suite. Une fois que vous avez bien sûr découpé le projet en tâches, par la suite, il faudra que vous puissiez bien sûr affecter à chaque tâche bien sûr donc qui va les accomplir, qui va bien sûr donc s'en occuper. Donc déterminer les tâches à accomplir et les répartir aux acteurs du projet. Voilà. Une fois que vous avez bien sûr bien spécifié les tâches, donc, qui composent le projet, il faut que vous puissiez donc, affecter une ou plusieurs tâches aux acteurs, bien sûr, compétents qui seront amenés, bien sûr, à les exécuter. Donc, qui devront les réaliser tout en gardant une vision de l'enchaînement de ces tâches. Donc ça, il faudra que vous sachiez que les enchaînements, bien sûr, ne sont pas des enchaînements, bien sûr, donc, disparates, ce sont des tâches qui sont bien enchaînées, c'est-à-dire, nous verrons ça, ce sont des tâches qui se suivent. Bien sûr, ça c'est très important, l'enchaînement de tâches. Et chacune de ces tâches, bien sûr, a une durée. Donc ça, elle ne va pas, bien sûr, être indéfinie, donc ce n'est pas ça. Donc les tâches, donc une tâche, elle a un début, c'est-à-dire elle a un temps de début, et elle doit, bien sûr, avoir un temps de fin où donc, chaque tâche, bien sûr, doit être finalisée ou achevée. Donc, et du temps qu'il faudra bien sûr pour les accomplir. Donc nous allons d'abord essayer de planifier, c'est-à-dire ces tâches, à l'aide bien sûr d'un outil de gestion qui s'appelle le diagramme de Gantt. Et après, bien sûr, on va essayer de voir dans une deuxième partie, par rapport bien sûr à notre planification qui était prévisionnelle, donc essayer un peu bien sûr de temporiser, c'est-à-dire de corriger s'il y a bien sûr donc, des écarts, c'est-à-dire nous verrons bien sûr donc, de la prévision, mais nous verrons également bien sûr qu'il y a donc la réalité. Donc il faudra que vous puissiez à un moment donné bien sûr ajuster pour apporter bien sûr des corrections. Ça on le verra bien sûr d'une manière assez claire. Donc c'est pour cela que c'est bien marqué, cette gestion du temps permet de planifier le déroulement du projet et d'effectuer le suivi de l'avancement des différentes tâches et des acteurs qui en ont la charge. Voilà, donc vous avez bien sûr découpage des étapes d'un projet en tâches. Donc l'organisation, donc, c'est-à-dire donc, l'utilisateur, donc ici le chef de projet, donc il va découper bien sûr donc, le projet en tâches. Donc un projet de scie est découpé en tâches. Donc c'est comme bien sûr donc, en algorithmique. Donc si vous avez donc, un gros problème, donc vous avez un projet de scie, on aura bien sûr donc, dans les exemples, le projet de scie doit traiter bien sûr une problématique bien précise. Et cette problématique, il faudra la scinder en plusieurs petites, bien sûr, donc, problématiques. Et pour cela, bien sûr, vous verrez bien sûr que le projet de scie est découpé en tâches, afin de faciliter l'organisation. Donc c'est très important. Pour que vous puissiez bien sûr, donc vous le découpez en tâches, pour que vous puissiez bien sûr suivre donc, ces tâches et au cas où, bien sûr, donc, il y a des correctifs à réaliser, donc vous y preniez, bien sûr, en temps réel. Donc, vous avez, bien sûr, donc, plusieurs échelons, donc il faudrait, bien sûr, bien les respecter. Donc, c'est bien marqué « élaboration d'une vue concrète, précise et exhaustive de l'ensemble des tâches à mener pour atteindre les objectifs ». Donc, vous avez une certaine méthodologie à bien comprendre.
Donc, je vous donnerai bien sûr enfin donc, la méthodologie à respecter. Donc, du moment que vous avez spécifié le projet de si traite quoi, puisque nous, bon, dans notre cas, nous aurons un projet à dominante informatique. Donc, une fois que vous avez bien spécifié le projet, il faudra que vous sachiez exactement, bien sûr, de quoi parle ce projet. Donc, c'est pour cela que c'est bien marqué « Élaboration d'une vie concrète, précise et exhaustive de l'ensemble des tâches à mener pour atteindre les objectifs. » Donc, de quoi est composé le projet, c'est-à-dire de bien comprendre ces différentes tâches. Ensuite, il faudra mettre en évidence les antériorités, c'est-à-dire les tâches, nous avions dit les tâches s'enchaînent, mais bien sûr, vous aurez des tâches, bien sûr, qui peuvent se dérouler simultanément, mais également, vous avez bien sûr des tâches qui exigent qu'une autre tâche puisse être, bien sûr, finie en amont. C'est-à-dire, une tâche ne peut pas être commencée, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de commencer une tâche sans pour autant donc, avoir fini la tâche, bien sûr, précédente. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, l'antériorité. Donc, ça, c'est très important. Tâches dont l'accomplissement et l'achèvement sont nécessaires au commencement d'une autre tâche. Ça, on le verra dans des cas précis. Donc, ça, c'est la deuxième. Troisièmement, donc, il faudra que vous puissiez, bien sûr, valider. Donc, vous ne pouvez pas, bien sûr, sauter donc, cette fixation d'étapes intermédiaires. Il faut qu'elle puisse être, bien sûr, validée. Et ça, normalement, vous devriez le faire au niveau, bien sûr, de la partie cycle de vie. C'est-à-dire, donc, à chaque étape, il faudra à un moment, bien sûr, valider. La dernière partie, c'est la planification de l'utilisation et de la disponibilité des ressources. Donc, il faut que vous puissiez, bien sûr, donc, planifier. Donc, d'abord, savoir exactement est-ce que les ressources sont là, c'est-à-dire elles sont disponibles, et il faudra par la suite, donc une fois que vous vous êtes assuré de leur disponibilité, il faudra savoir exactement réfléchir aussi comment maintenant, bien sûr, pouvoir les utiliser donc, intelligemment. Et à la fin, bien sûr, il faudra bien sûr évaluer la durée de réalisation. Donc c'est pour cela que nous allons nous attarder énormément sur la composante délai. Donc voilà. Donc, mais il faut aussi que vous puissiez bien sûr savoir aussi que ces trois contraintes, la contrainte qualité, la contrainte bien sûr coût et la contrainte bien sûr donc délai, s'opposent mutuellement. Donc ça c'est très important et c'est ce qu'il faudra bien comprendre bien sûr. Donc ce délai, il faudra la minimiser. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer bien sûr de vous définir donc une tâche. Donc c'est-à-dire donc nous avions dit que le projet est composé de différentes tâches, mais il faut que vous sachiez d'abord donc qu'est-ce qu'on entend par tâche. Donc une tâche, elle correspond à une charge de travail exprimée en jours hommes. Donc ça c'est très important, il faut bien comprendre donc ces définitions. Donc elle correspond à une charge de travail et elle a une unité bien sûr, une unité de mesure. Donc c'est une grandeur bien sûr mathématique comme en physique. Donc elle a une unité de temps, son unité de temps c'est jour-homme. Voilà, donc nous le verrons bien sûr dans les exercices d'application. Ensuite, qu'est-ce qu'elle requiert? Elle requiert bien sûr éventuellement des tâches antérieures. Chaque tâche, ce n'est pas une obligation, mais elle peut bien sûr donc exiger qu'une tâche soit bien sûr donc là, donc une tâche puisse être bien sûr antérieure. Ensuite, elle nécessite des ressources, bien sûr. Pour réaliser donc cette tâche, il faut bien sûr qu'il y ait des ressources humaines, matérielles. Ensuite, vous avez bien sûr, elle est réalisée en une certaine durée. Donc ça, c'est très important, ce n'est pas quelque chose qui est indéfini. Donc nous avions dit qu'une tâche a un début et bien sûr, elle a une fin. Donc, et elle est en fonction des ressources affectées à la réalisation de la charge de travail. Donc vous avez bien sûr l'unité de mesure de la charge de travail qu'il faudrait bien comprendre. Donc je vous ai bien marqué, le jour homme indique que le travail envisagé nécessite le travail d'une personne pendant une journée pour être réalisé. Donc vous prenez un exemple, une tâche nécessitant 2 jours hommes peut être, par exemple, être réalisée en une durée de 2 jours. C'est-à-dire, si vous avez une tâche qui nécessite 2 jours hommes, donc vous avez 2 cas. Donc, soit vous pouvez bien sûr
la réaliser en 2 jours, mais en utilisant toujours donc un homme par jour. Et vous aurez bien sûr à la fin votre tâche qui va être finalisée. Soit vous pouvez bien sûr la réaliser en une seule journée, mais simplement il faudra bien sûr augmenter l'affectation en ressources humaines, c'est-à-dire en un seul jour, mais il faudra mettre bien sûr 2 personnes. Donc ça c'est très très important. Donc si vous mettez bien sûr donc, en une seule journée 2 personnes, donc il faut que vous sachiez que cette tâche, il faut qu'elle puisse être bien sûr, donc il faut qu'elle soit donc, répartie, donc il faut que la tâche puisse être répartie et en même temps bien sûr, donc il faut que la tâche puisse être simultanée. Il faut que les 2 personnes puissent avoir donc une répartition de la tâche et en même temps il faut que les 2 personnes puissent travailler simultanément. Donc c'est la seule condition qui est exigée bien sûr. Donc si vous voulez mettre donc terminer ces tâches en une seule journée, mais à l'aide de 2 personnes. Vous aurez également bien sûr donc le nombre total de jours hommes. Donc vous verrez également dans les exercices. Donc surtout, il ne faudra pas, bien sûr, donc d'abord il faut savoir que le nombre total de jours hommes d'un projet est un indicateur de sa dimension. Donc ça c'est très important. Mais il ne faut pas aussi penser que c'est en moyennant, bien sûr, en faisant la somme de nombre total de jours hommes que vous allez pouvoir facilement déterminer la durée d'un projet. Ce n'est pas du tout ça. Donc il faut que vous sachiez d'abord simplement que le nombre total de jours hommes est justement un simple indicateur de la dimension du projet. Mais nous verrons bien sûr comment déterminer la durée bien sûr d'un projet. Donc c'est bien ça. Donc voilà par exemple maintenant à quoi ressemble l'outil de gestion qui permettait de planifier bien sûr les tâches. Donc c'est le diagramme de Gantt. Donc le diagramme, bien sûr, ce diagramme, il a été établi bien sûr donc, par le mathématicien qui s'appelle Henri Gantt. Donc c'est un outil de visualisation graphique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant au niveau du suivi. Donc là, il vous permet simplement de voir comment les tâches s'enchaînent. Donc par exemple, ici, vous avez les tâches. Donc vous avez bien sûr, par exemple, la tâche A, elle s'appelle analyse de besoins. Ensuite, vous avez la conception. Ensuite, vous avez la réalisation. Ensuite, vous avez les tests, le déploiement, la formation. Donc, c'est d'abord un projet d'informatique. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas un projet, bien sûr, donc, de mariage ni quoi, donc, ni d'autre, mais c'est un projet informatique. C'est pour cela qu'il faut d'abord analyser les besoins, c'est-à-dire le besoin de l'utilisateur, du donneur d'ordre. Ensuite, il faudra le concevoir, c'est-à-dire la partie, c'est la conception détaillée. Donc, ensuite, une fois que cette étape est finalisée, il faut la réaliser. Donc, c'est-à-dire il faudra la programmer, c'est la partie, c'est le développement. Ensuite, il faudra bien sûr tester. Donc, le développement exige qu'il y ait de tests derrière pour essayer un peu de valider. Une fois que les tests sont finalisés, mais à la fin, il faudra le déployer, c'est-à-dire il faudra l'installer chez, bien sûr, l'éditeur qui vous a demandé, bien sûr, donc, ce projet informatique. Et à la fin, une fois que le déploiement est terminé, mais il faudra bien sûr passer à l'étape ou bien sûr donc, à la dernière partie qui s'appelle la formation des utilisateurs. Donc il faudra former donc, le projet du système d'information, c'est-à-dire la nouvelle bien sûr application ou le nouveau programme que vous avez mis en place, mais il faudra bien sûr donc, former à leurs futurs utilisateurs. Donc ça c'est un projet donc, purement informatique. Et vous avez bien sûr chaque tâche qui est réalisée en une durée. Donc ici, l'analyse des besoins dure 3 semaines. Donc ici, vous avez la colonne tâche, vous avez une colonne durée, vous avez une colonne tâche antérieure. C'est ce qu'on appelait l'antériorité des tâches. Et ici, vous avez bien sûr, donc là, vous avez des nombres, 1, 2, 3. Donc ici, vous avez une petite flèche, ces nombres, donc c'est les semaines, puisque nous avions dit que l'unité des mesures de la durée de chacune des tâches, elle peut s'exprimer soit en jours, soit en mois, soit en semaines. Voilà, donc ici, par exemple, elle s'exprime en semaines.
Donc ici, vous avez par exemple 17 semaines, de la première semaine 1 jusqu'à la semaine 17. Voilà, donc analyse de besoin. Donc il n'a pas, donc lorsque j'ai mis un petit tiret comme ça veut dire que cette tâche n'a pas de tâche précédente, c'est-à-dire il n'y a pas de tâche qui l'a précédée, elle n'a pas de tâche antérieure. Donc ici, elle peut commencer, donc 1, 2, 3, donc elle s'étale sur 3 semaines, donc elle n'a pas de tâche antérieure. Ensuite, vous avez la conception, mais la conception exige que l'analyse des besoins soit finalisée. Donc c'est pour cela que la tâche conception, elle commence juste après avoir fini l'analyse de besoins. Donc, la conception, bien sûr, donc, elle dure 2 semaines et elle commence juste après que la tâche A, c'est-à-dire l'analyse de besoins, soit finie. Voilà. Ensuite, vous avez la réalisation. Elle dure 7 semaines et elle a comme tâche antérieure la tâche B. Voilà. Donc, ici, vous avez donc les tests. Les tests, vous avez bien sûr, donc, elle dure 3 semaines. Elle a comme tâche antérieure la tâche C. Donc, vous avez la tâche C, la réalisation. Donc, elle dure 3 semaines et elle commence juste, bien sûr, une fois que la tâche C est finalisée, c'est-à-dire à partir de la durée 11e semaine, 12e semaine, 13e semaine, c'est-à-dire 3 semaines. Le déploiement dure 3 semaines et il a comme tâche antérieure la tâche D. Voilà, donc lui, il dure 3 semaines et il a comme tâche antérieure la tâche D, c'est-à-dire les tests. Et à la fin, la formation, bien sûr, elle a comme tâche antérieure la tâche D, c'est-à-dire, donc, c'est les déploiements chez le site, et elle dure 1 semaine. Donc, ici, c'est marqué, les tâches E et F peuvent être menées simultanément. La tâche E, c'est-à-dire le déploiement et la formation, c'est-à-dire le fait de déployer l'application bien sûr, donc, chez les clients, et en même temps la formation peuvent bien sûr se dérouler simultanément. Donc vous avez ici E et F, donc E et F bien sûr donc, qui peuvent se dérouler simultanément. Les tâches E et F peuvent être menées simultanément dès la fin de leur tâche antérieure comme commune, bien sûr, qui est la tâche D. Donc ici vous avez la tâche D, donc les tâches E et F, bien sûr, ont une tâche commune et E, bien sûr, ces 2 tâches peuvent, bien sûr, se dérouler simultanément. F peut avoir lieu en semaine, 14, 15 ou 16. Donc ici, vous avez, bien sûr, 14, 15 ou 16. Donc c'est F, la formation. C'est-à-dire la formation, elle peut se faire sur la semaine 14 ou bien sur la semaine 15 ou la semaine 16, puisqu'on verra que le projet, il sera terminé donc à la date 16, c'est-à-dire donc il a une durée de 16 semaines. Donc c'est pour cela que F peut avoir lieu en semaine 14. Exemple de représentation d'une affectation des ressources humaines. Donc ici vous avez 3 qui se trouvent dans cette petite cellule. Ça veut dire qu'ici, on a besoin, donc pour la formation, on a besoin de 3 personnes. C'est-à-dire pour la formation, on a besoin de 3 bien sûr, de 3 personnes. Et elle se fait en 1 semaine. Donc c'est pour cela qu'on peut facilement calculer la charge de travail donc de la tâche F. Donc c'est 1 semaine fois 3. Comme on avait dit que l'unité de mesure de la charge de travail, c'est en jours homme. Donc, il suffit simplement, donc c'est 1 semaine fois 3. Donc, vous allez dire, mais d'où sort le jour? Mais c'est simplement 1 semaine. 1 semaine, on a supposé que c'est 5 jours. 5 jours ouvrés. Ça veut dire, vous avez par exemple dans notre pays ici, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, en supposant que vendredi et samedi sont fériés. Donc, 1 semaine, c'est 5 jours. 5 fois 3, donc vous avez la charge de travail de la tâche F, c'est 15 jours homme. Donc voilà comment on peut facilement calculer donc, la charge de travail. Donc ici, c'est bien sûr, donc vous montrez un peu à quelle est l'utilité, c'est-à-dire à quoi sert le diagramme de Gantt. Donc on vous dit que le diagramme de Gantt, lui, il est réalisé en prévision du projet, c'est-à-dire il met en place ce qu'on appelle un projet prévisionnel.
Donc, il donne une vision claire, c'est-à-dire donc cet outil de gestion qui s'appelle le diagramme de Gantt, il vous donne donc l'ensemble des tâches et vous voyez exactement, bien sûr, comment ces tâches s'enchaînent, c'est-à-dire début, fin. Et vous avez également, bien sûr, les tâches qui peuvent se dérouler simultanément. Donc, c'est pour cela que c'est bien marqué. Il donne une vision claire de l'enchaînement des tâches et en même temps, il vous permet aussi de facilement voir la durée du projet. Donc, dans l'exercice d'application qu'on venait de traiter, vous aviez bien sûr la durée du projet qui était facilement repérable. Donc, ce qui fait qu'il permet à tout moment de vérifier, donc, du moment que lui, c'est un diagramme de Gantt à titre prévisionnel, donc vous pourrez facilement, bien sûr, à tout moment voir exactement est-ce que ce que vous avez prévu est correctement réalisé ou est-ce qu'il faudra, bien sûr, à un moment donné, s'arrêter pour faire des ajustements et apporter, bien sûr, donc corriger ce qu'on verra, bien sûr, dans la semaine, dans la séance suivante, ce qu'on appelle les écarts. Donc ça, c'est très intéressant, c'est pour cela que c'est bien marqué. Il permet à tout moment de vérifier que la situation prévisionnelle correspond ou non à la réalité. Vous avez la prévision et vous avez la réalité. Donc, l'outil de gestion, le diagramme de Gantt, il vous donne donc la prévision. Vous, en tant que chef de projet, vous savez exactement, bien sûr, la réalité. Vous maîtrisez la réalité, c'est votre travail, donc c'est votre rôle. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, essayer de comparer ce qui était prévisionnel et ce qui est, bien sûr, donc, de la réalité. Et à tout moment, bien sûr, vous allez pouvoir réorganiser. Donc, c'est ce qu'on verra, bien sûr, dans la suite. Vous allez réorganiser la planification. Vous avez prévu, donc, vous avez bien sûr planifié, donc ça, c'est une chose. Mais après, si vous constatez qu'il y a des écarts entre la prévision et la réalité, mais vous aurez également, bien sûr, nous verrons qu'il y a d'autres grandeurs mathématiques, bien sûr, qui vous permettront également de corriger votre projet. Donc, vous avez bien sûr maintenant un exercice d'application qui va vous résumer un peu, bien sûr. Donc, je vous laisse un peu, bien sûr, d'abord lire. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez une société a décidé de créer une nouvelle application. Donc, notre projet, c'est toujours un projet informatique. Donc, c'est bien sûr une nouvelle application qui va être créée, qui va être développée. Et on vous dit que cette société, elle va sous-traiter ce développement. C'est-à-dire, elle n'a pas les compétences. On avait vu ça dans le chapitre, bien sûr, 5. Si la société n'a pas le service informatique, n'a pas les compétences en interne, mais elle pourra faire, bien sûr, un développement, ce qu'on appelle un développement externe. Et nous avions vu également qu'elle le fait, bien sûr, à travers, bien sûr, une société de services. Donc, c'est ce qui est ici SS2I, Société de services et d'ingénierie informatique. Donc, elle sous-traite. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, le chef de projet a établi la liste de tâches suivantes. Donc, du moment que le chef de projet, c'est une personne qui a des compétences techniques, bien sûr, avérées, et qui permet un peu de piloter, puisque c'est lui qui a la responsabilité de l'avancement du projet. Donc, il a pour rôle, bien sûr, de pouvoir faire communiquer, c'est-à-dire de pouvoir faire communiquer entre la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le donneur d'ordre, c'est elle qui a commandé, bien sûr, le projet, et de l'autre côté, bien sûr, vous avez donc la maîtrise d'œuvre, c'est elle qui devra réaliser techniquement le projet, et au milieu, vous avez bien sûr cette personne donc, qui permet de pouvoir faire établir donc, cette communication. Donc ce monsieur s'appelle le chef de projet. Donc c'est bien marqué, le chef de projet a établi la liste des tâches suivantes. Donc le chef de projet, il maîtrise bien sûr donc, le projet donc, et il l'a scindé en plusieurs bien sûr tâches. Donc il faut d'abord, donc, vous verrez qu'il y a une méthodologie à suivre. Donc cette méthodologie,
Donc, avant de pouvoir réaliser, bien sûr, l'exercice d'application, il faut d'abord que vous sachiez la méthodologie de planification. Premièrement, je vous ai dit, bien comprendre les étapes du projet. Parce que si vous n'arrivez pas ou si vous avez des doutes et que vous ne maîtrisiez pas les étapes du projet, c'est-à-dire comment le projet, puisque nous avions dit qu'un projet est découpé en tâches. Et maintenant, si vous ne comprenez pas chacune de ces tâches, mais ça va être très difficile de pouvoir par la suite faire la deuxième. Donc, une fois que vous avez bien compris les étapes du projet, il faut aussi que vous sachiez exactement les niveaux d'antériorité, c'est-à-dire définir les tâches par niveau d'antériorité. Vous avez une tâche, mais il faut que vous sachiez également quelles sont les tâches antérieures, bien sûr, à cette tâche. Donc, une tâche, elle peut avoir une ou plusieurs tâches. Donc, définir les tâches par niveau d'antériorité. C'est la deuxième. La troisième, pour chaque tâche, il faut que vous sachiez exactement la durée de cette tâche. Déterminer la durée de chacune des tâches. Ensuite, vous allez déterminer les tâches précédentes, puisque ça, ceci est en liaison avec, bien sûr, la 2. Et une fois que vous avez terminé, après, ce sera très facile de pouvoir, bien sûr, établir le diagramme de Gantt. Donc, vous pouvez le faire sur Excel, ou bien vous pouvez le faire sous Word, ou bien, si, bien sûr, le temps nous le permet, il y a aussi un logiciel qui s'appelle Gantt Project, qui vous permet facilement de pouvoir, bien sûr, faire la partie planification. Mais à l'examen, vous aurez, bien sûr, deux annexes. Une annexe qui vous permettra de faire le diagramme de Gantt sous forme Bruant, et vous allez la faire, bien sûr, en une deuxième au propre. Voilà, donc ça, c'est la méthodologie de planification d'un projet. Donc, il faudra avoir en tête cette méthode de planification. Donc, la première tâche, on vous dit qu'il faudra aménager un local. Donc, ça, c'est la première tâche. Donc, elle a une durée de 15 jours. Bon, on vous dit qu'elle est destinée à accueillir le matériel pour cette nouvelle application. Voilà, donc, il faudra l'écrire sur une feuille blanche. Donc, ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche, une fois que le local est aménagé, mais il faudra bien sûr meubler. Donc, le local sera meublé. Et lui, il exige une durée de 3 jours. Ensuite, vous avez, avant de pouvoir installer tous les câbles électriques et réseaux, donc, vous avez bien sûr aménagé le local, vous avez meublé bien sûr le local. Ensuite, vous allez bien sûr installer tout ce qui est câbles électriques et réseaux. Elle a une durée de 4 jours. Ensuite, il faudra bien sûr, il ne restera plus qu'à poser l'alarme. Voilà, donc elle aussi, elle exige durée 2 jours. Ensuite, vous avez les postes de travail pourront alors être installés. Donc, durée 3 jours. Sixième partie, donc il ne faudra pas aussi voir que chaque item correspond à une tâche. Donc ça, on vous l'a fait simplement, c'est pour que vous puissiez essayer un peu de bien voir, de bien comprendre, mais ceci n'exige pas que chaque item correspond à une tâche. Donc ça, il faudra bien voir et il faudra bien lire. Notez qu'il faudra attendre d'avoir fini le développement sous Access avant de pouvoir choisir les machines. Choix qui va durer 2 jours. C'est très important, puisque une fois que le développement sera réalisé sous Access, par la suite, on fera le choix de machine. Et ce choix, on vous dit qu'il va durer 2 jours. Maintenant, nous allons passer à la partie développement. Donc, les analystes vont procéder à l'analyse du site. Donc, c'est une tâche. Elle dure 6 jours. Ensuite, vous avez le modèle relationnel qui prend aussi 1 jour. Ils pourront facilement maintenant commencer le développement sous Access. Pourra alors commencer sur des machines spécifiquement dédiées au développement d'applications 30 jours. Donc, ces 30 jours, nous allons la scinder en 2 parties. Donc, d'abord, vous avez la mise en place du modèle physique, bien sûr, des tables et de la structure de ces tables. Et ensuite, vous avez bien sûr l'élaboration des formulaires de saisie, c'est-à-dire les IHM, les interfaces d'écran, écran en machine, qui eux exigent bien sûr 20 jours.
Donc 30 jours, vous avez 10 jours et l'autre, bien sûr, 20 jours. Donc l'application terminée et les machines choisies, une équipe va rédiger un mode opératoire destiné à l'entreprise utilisatrice. Donc ici, le développement est finalisé et en même temps, bien sûr, les machines sont choisies. On verra bien sûr pourquoi. Donc une fois que le développement est fini, pourquoi les machines doivent être choisies. Donc l'application terminée et les machines choisies, une équipe va rédiger un mode opératoire destiné à l'entreprise utilisatrice. Donc elle dure aussi, cette tâche dure 7 jours. Pendant qu'une autre équipe, donc on verra bien sûr qu'il y a une certaine simultanéité, va installer l'application chez les clients. Donc, c'est-à-dire le déploiement, l'installation, elle dure 2 jours. Puis faire le test, après, bien sûr, donc il y aura une durée de 5 jours. Ensuite, vous avez donc ces tests se basent sur les données saisies. Donc, le test, il faudra bien sûr les réaliser sur des écrans et sur des données, bien sûr, réelles. Donc, c'est pour cela que se base sur les données saisies. Donc, les données saisies qu'on l'avait déjà, bien sûr, vues dans la partie, donc, juste l'étape qui avait précédé la programmation. Une fois les tests validés et le mode opératoire rédigé, donc, une fois que les tests sont validés et le mode opératoire est rédigé, il ne restera plus qu'à former les utilisateurs et durer 6 jours. Donc ici, vous avez bien sûr donc, le travail à réaliser. D'abord, on vous dit classer les tâches par niveau d'antériorité. 2. Établissez le diagramme de Gantt. Graduer en nombre de jours dans l'ordre de réalisation des tâches. Troisièmement, quelle est la durée totale du projet? Quatrièmement, comment peut-on réduire la période de développement et de la saisie? Cinquièmement, pourquoi faut-il attendre que l'application soit terminée et les machines choisies pour rédiger le mode opératoire? Donc d'abord, il faudra que vous commenciez à faire la première partie qui est la plus facile, classer les tâches par niveau d'antériorité.
mais le plus important, le projet informatique, il faut d'abord que vous compreniez de quoi est-il composé. Donc, vous avez donc les différentes tâches. Donc, il faudra bien sûr appliquer la méthodologie, c'est-à-dire de pouvoir facilement d'abord déterminer dans le désordre d'abord, avant de pouvoir faire ça, dans le désordre d'abord quelles sont les différentes tâches qui composent le projet. Et deuxièmement, bien sûr, il faudra que vous fassiez bien sûr maintenant le niveau d'antériorité. Vous prenez une tâche et il faudra bien sûr voir est-ce qu'elle a une tâche antérieure ou elle n'a pas de tâche antérieure. Une fois que vous aviez terminé ça, troisièmement, vous écriviez chaque tâche et à ce moment-là, il faudra écrire bien sûr la durée de la tâche. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous allez avoir bien sûr un tableau qui ressemble à ça et qui pourra facilement donc vous donner le diagramme de Gantt. Voilà. Donc, si nous commençons bien sûr la tâche A. Donc, la tâche A, l'aménagement, c'est-à-dire le local doit être aménagé. Donc, la durée en jours, c'est 15. Donc, ça, c'est une donnée qui a été fournie donc, dans l'énoncé et elle n'a pas de tâche précédente. Tâche précédente, c'est un tiré. Ensuite, vous avez la tâche B, l'ameublement. Une fois que le local, bien sûr, est aménagé, mais il faudra bien sûr donc meubler le local. Donc, l'ameublement, bien sûr, donc, a une durée 3 jours et automatiquement, il a une tâche antérieure qui s'appelle la tâche A. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas meubler le local s'il n'y a pas un local inexistant. Donc, ça, c'est impossible. Donc, ameublement, durée 3 jours et il a comme tâche antérieure la tâche A. Le câblage, il dure 4 jours et vous avez bien sûr la tâche donc B qui le précède. Voilà. Donc, ensuite, vous avez l'alarme. L'alarme, elle dure 2 jours et elle a comme tâche antérieure, bien sûr, la tâche C. C'est-à-dire qu'il faut que le local donc, soit aménagé, soit meublé et que les câbles électriques et réseaux puissent être posés pour que l'alarme puisse à son tour être posée. Donc l'alarme, elle a une durée de 2 jours et elle a comme tâche antérieure la tâche C. L'installation des postes de travail. Donc ça, c'est délicat, c'est difficile. Donc pour cela, vous marquerez simplement installation poste de travail. Elle dure 3 jours, mais surtout, il ne faudra pas mettre, bien sûr, la tâche précédente, puisque elle exige après, bien sûr, qu'il y ait d'autres travail. Donc ça, comment nous avions trouvé, bien sûr, la tâche à K qui l'a précédée, ça, c'est d'après, bien sûr, d'après l'énoncé. Donc ça, on va vous expliquer. Donc pour l'instant, vous écrivez 3 et vous laissez, bien sûr, donc, à la place de K, vide. Vous avez analyse du système d'information. Il a une durée 6 et il n'a pas de tâche antérieure, c'est-à-dire l'analyse du système d'information. Vous avez ensuite la tâche G, le modèle relationnel. Il a une durée d'1 jour et il a comme tâche antérieure, bien sûr, la tâche F. Donc, jusqu'à présent, les enchaînements de tâches, l'enchaînement des tâches est bien respecté. Ensuite, vous avez la tâche H, modèle physique plus élaboration des formulaires de saisie, durée 10 et elle a comme tâche antérieure la tâche G, c'est-à-dire le modèle relationnel. Ensuite, une fois que le modèle physique, c'est-à-dire donc la structure des tables sont bien précisées et les écrans, c'est-à-dire les formulaires de saisie sont élaborés, après on pourra facilement passer à programmer. Et là, on programme en VBA. Donc ici, elle dure 20 jours, donc elle est bien sûr assez long, on verra ça, il y aura une question qui va traiter ça, et elle a comme tâche antérieure la tâche H. Ensuite, vous avez la saisie des archives, c'est-à-dire ici, le développement est terminé. Donc, il faudra bien sûr tester, donc on ne va pas la tester bien sûr chez le client, mais il faudra le tester au niveau de la SSDI, c'est-à-dire au niveau de la société. Saisie des archives, donc 20 jours, et elle a comme tâche antérieure la tâche F, c'est-à-dire donc tout ce qui est modèle physique plus élaboration de formulaires. Saisie des archives, donc elle a comme durée 20, elle a comme tâche antérieure H. Choix machine, donc ça veut dire que le développement est fini, donc il faudra bien sûr choisir les machines qui vont pouvoir bien sûr accueillir donc l'application. Donc choix de machine, elle a
une durée de 2 jours et elle a comme tâche antérieure la tâche J. Ensuite, vous avez la tâche L, saisie mode opératoire. Donc, elle a une durée de 7 jours et elle a comme tâche antérieure choix machine. Ensuite, vous avez la tâche M, installation application. Donc, ça, c'est chez les clients. Donc, la société SSDI, elle va déployer maintenant l'application informatique chez les clients. Donc, installation application. Installation application, il dure 2 jours et il a une tâche E. C'est ce que vous avez dit, bien sûr, c'est très important. Donc, pour que l'application puisse être installée, mais il vous faut d'abord que les postes de travail puissent eux-mêmes être installés. Donc, c'est pour cela qu'à ce niveau-là, nous n'avions pas mis K. Puisque l'installation, poste de travail, ensuite vous aviez l'analyse du système d'information. Mais lorsque vous réalisez donc d'un seul coup, bien sûr, les différentes tâches du projet, à ce moment-là, installation application, donc elle a 2 comme durée et bien sûr, il faut que la tâche E, qui s'appelle installation poste de travail, puisse être finalisée ou finie. Une fois que l'application est installée, ensuite, il faudra passer au test. Elle a bien sûr 5 jours et elle précède bien sûr, donc elle est précédée par les tâches M et J. M, c'est l'installation application et J, c'est saisie des archives. Ça veut dire qu'on a installé l'application est fonctionnelle sur le poste de travail, puisque les postes de travail aussi sont déjà installés ici. Donc l'application est installée sur le poste de travail, mais en même temps, ça veut dire que nous avions fait aussi la partie test, c'est-à-dire les archives, les données issues bien sûr donc, des archives de l'entreprise sont mises dans l'application. Ça veut dire que les tests sont finalisés. Donc les tests ici sont terminés. Donc ici, M et J. Et une fois que les tests sont finalisés, après il faudra passer bien sûr à former donc, les utilisateurs. Donc la formation dure 6 jours et elle a comme tâche antérieure L qui est saisie mode opératoire et M installation application. Voilà. Donc ici, le mode opératoire, c'est lorsque, bien sûr, on dessine des écrans, puisque lorsque vous aviez fait saisie des archives, donc l'application, lorsque vous allez exécuter, l'utilisateur qui va pouvoir, bien sûr, travailler dessus, il y a des écrans, c'est-à-dire il y a des écrans qui vont sortir. Donc, à quoi vont ressembler ces écrans? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le mode opératoire. À chaque fois qu'une application va s'exécuter, il donnera bien sûr donc, des écrans, des IHM, des interfaces en machine, et il faudra dessiner réellement est-ce que l'utilisateur donc, veut exactement donc, ce qui sort à l'écran. C'est ça ce qu'on appelle le mode opératoire. Voilà. Donc, une fois que vous aviez fait bien sûr donc, ce tableau, maintenant, il est très facile de pouvoir faire ce qu'on a appelé le diagramme de Gantt. Donc, le diagramme de Gantt, ici, nous avions dit que vous avez les tâches. Donc, ici, vous avez bien sûr les durées. Donc, ici, les durées, leur unité de mesure, c'est en jours. Donc, vous avez ici 1 à 55. Voilà. Donc, et chaque tâche, bien sûr, elle a une durée. Et ici, vous pouvez facilement, bien sûr, donc, voir donc, comment les tâches s'enchaînent. Voilà. Donc, c'est la seule utilité, bien sûr, que a cet outil. Le diagramme de Gantt, nous avions dit qu'il permet de planifier les tâches. Voilà son rôle. Donc, il permet de planifier, ça veut dire qu'il vous permet de voir réellement dans chaque tâche quelle est sa durée et quelles sont les tâches qui s'exécutent simultanément. Et à la fin, vous donnez quelle est la durée, c'est-à-dire quelle est la durée totale du projet. Donc, c'est ça l'utilité du diagramme de Gantt. Donc, ici, ce projet, il a une durée ici. Donc, vous n'avez qu'à regarder. Donc, il a une durée de 55 jours. Donc, la durée du projet, il suffit simplement de lire. Donc, il a une durée de 55 jours. Voilà, donc ça c'était bien sûr donc, les questions bien sûr qui étaient relatives à l'élaboration des tâches. Donc il faut d'abord comprendre de quoi est composé un projet, c'est-à-dire en tâches. Il faudra que vous sachiez exactement chaque tâche, quel est son rôle, à quoi sert-elle. Donc il faudra bien sûr donc, la comprendre. Ensuite, chaque tâche elle a une durée, c'est-à-dire elle a un début et elle a une fin. Ensuite, il faut que vous sachiez aussi que chaque tâche a une tâche antérieure ou pas.
Donc c'est juste cette première partie qui a été faite et vous l'avez fait dans le diagramme de Gantt. Ensuite, nous avons bien sûr donc, la question qui était comment peut-on réduire la période de développement et de la saisie. Donc si vous regardez un peu, c'était sur 30 jours. Donc la programmation en VBA, donc si on revient un peu en arrière, voilà, donc la programmation en VBA, elle était sur 20 jours. Et le modèle physique, c'est-à-dire donc la structure des tables au niveau de la base de données et l'élaboration de formulaires de saisie, donc il avait une durée de 10. Et le développement dans sa globalité, il a une durée de 30 jours. Donc notre question était la suivante. Voilà, donc comment peut-on réduire la période de développement, bien sûr. Voilà, donc le développement de la saisie. Voilà. Le développement, c'était le développement en VBA et la saisie, c'était bien sûr donc le fait, bien sûr, de pouvoir mettre les données des archives, issues des archives, dans l'application. Et elle avait une durée de 10 jours. Donc, ces 30 jours, comment peut-on, bien sûr, le réduire? Bon, là, nous n'avons que des hypothèses, bien sûr, puisque dans l'énoncé, ça n'a pas été dit clairement, bien sûr, mais ce sont des hypothèses pour l'instant. Donc, on peut mettre beaucoup plus de personnes, bien sûr. Donc, ça, ce sont des hypothèses, bien sûr, sur les tâches. C'est-à-dire sur la tâche développement qui était de 20 jours et sur la tâche, bien sûr, donc la saisie qui était de 10 jours, on pouvait mettre, bien sûr, beaucoup plus de personnes. Et là, on suppose que ces tâches, bien sûr, donc, pourraient être faites en moins de temps. Donc ça, on le verra bien sûr en détail, mais ça, c'est des hypothèses, c'est-à-dire, du moment que nous travaillons sur la contrainte délai, donc pour réduire cette contrainte délai, mais il faudra mettre beaucoup plus de ressources. Et les ressources, c'est des ressources humaines. Donc c'est pour cela qu'on suppose qu'on peut mettre beaucoup plus de personnes pour essayer un peu de réduire et de gagner, bien sûr, donc, en temps. Ensuite, vous avez la question, les deux dernières questions, celle-là et la deuxième. Pourquoi faut-il attendre que l'application soit terminée et les machines choisies pour rédiger le mode opératoire? Donc là, je vous avais expliqué un peu le mode opératoire. Le mode opératoire, ce sont les captures d'écran, ce sont les IHM que vous avez étudiés en classe, donc, dans le chapitre donc, IHM. Donc le mode opératoire, c'est là où, une fois que l'application est terminée, mais il faudra bien sûr exécuter chaque partie de l'application et il faudra bien sûr dessiner maintenant les écrans. Voilà, donc c'est très important donc, que ces deux, bien sûr, donc, parties soient liées. Une fois que l'application est terminée, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra rédiger le mode opératoire. C'est très important parce que si l'application n'est pas finalisée et qu'il n'est pas arrêté définitivement, mais à chaque fois que vous allez modifier le programme, vous allez l'exécuter et automatiquement vous aurez un mode opératoire qui va changer. Donc ça va être un problème. Donc c'est pour cela que il faut attendre que l'application soit terminée, c'est-à-dire que le programme puisse être le plus bien sûr donc faire l'objet de modifications. Une fois que cette phase est finalisée, il faut que maintenant le mode opératoire puisse être bien sûr réalisé. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc c'est pour cela qu'on vous dit les modes opératoires vont contenir des dessins d'écran, ce sont les captures d'écran ou les IHM qu'on avait parlé de l'application avec des explications. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer un peu de convaincre bien sûr, puisque l'utilisateur, il nous a demandé quelque chose de précis. Donc ces captures d'écran permettront bien sûr à l'utilisateur de pouvoir dire réellement voilà ce que vous avez demandé et voilà à quoi va ressembler une fois que vous allez exécuter donc l'application les écrans. Donc pour qu'ils respectent au plus près les interfaces en machine, il faut les rédiger en tenant compte des machines utilisées. Voilà. Donc les machines aussi utilisées sont très importantes. Il faut que les machines puissent être figées, c'est-à-dire il faut que les machines puissent être donc, comment dirais-je, choisies, puisque vous ne pouvez pas changer des machines, puisque dès que vous changez les machines, automatiquement, bien sûr, les IHM, les écrans, donc les écrans, bien sûr, vont pouvoir changer. Donc ça, c'est aussi très très important en tenant compte des machines utilisées. Voilà. Et des programmes, bien sûr, installés. Donc ça, c'est très important. Le programme, il faut qu'il soit fini.
donc finalisé pour que le mode opératoire à son tour puisse être bien sûr donc fait. Voilà. De plus, si on rédige le mode opératoire trop tôt, donc ça ce sont les contraintes qu'il ne faut pas donc, faire, ce sont les erreurs à éviter donc, pour les élèves, il faudrait les modifier à chaque modification du programme. Voilà. Donc si vous y prenez cette tâche en amont, c'est-à-dire si vous le faites avant de pouvoir bien sûr donc, finaliser vos programmes, si vous faites, bien sûr, si vous rédigez vos modes opératoires, mais vous voyez qu'à chaque fois que vous allez modifier donc, les programmes, mais il faudra aussi revenir et faire une deuxième retouche au niveau des modes opératoires. Donc ça va bien sûr, donc, ça va poser énormément de problèmes. C'est pour cela que les programmes doivent être terminés, finalisés, pour que, bien sûr, vous puissiez donc rédiger le mode opératoire. Donc ce sont des tâches qui doivent être faites, bien sûr, en symbiose. Voilà, donc c'est sur ça que je terminais, bien sûr, donc, la première partie de ce chapitre, qui était la planification, c'est-à-dire prévoir le délai. Et ici, vous aviez simplement, bien sûr, donc, utilisé ce qu'on appelle un diagramme de Gantt, dans lequel vous avez une colonne tâches, le numéro de tâches, les libellés des tâches, les durées des tâches. Ensuite, vous avez bien sûr donc l'antériorité des tâches. Et après, vous allez pouvoir donc le réaliser soit en Excel, soit bien sûr donc à l'aide d'un papier millimétré, soit sous Word, ou en même temps, bien sûr, on peut le réaliser avec un logiciel, bien sûr, donc un diagramme, donc Gantt Project. Donc sur ça, je viens de terminer. Je pense que cette séance, elle vous a bien sûr grandement, bien sûr, donc appris donc la première notion qui était le diagramme de Gantt. Et je vous souhaite bien sûr donc une bonne suite